Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire. Je suis Céline Mitton, directrice du pôle management et communication au sein d'M2I Formation. Pour vous présenter la gamification en formation, nous avons fait appel à Maël et à Ashot, tous deux cofondateurs de la start-up Lab Adventure Games. Nous allons donc vous présenter comment nous pouvons développer les compétences grâce à la gamification pendant la formation. Avant de leur laisser la parole, nous allons vous présenter le groupe M2I Formation en quelques images. À tout de suite. Le groupe de formation M2I prend un nouveau tournant. Après 35 ans à développer les compétences de vos talents, l'exigence et le progrès sont futiles. Et ne pensez pas que M2I est leader de la formation IT, digital et management en France. Comme vous le savez, l'innovation et la créativité ne sont pas essentielles. Et il est impossible de penser que la réussite repose sur une passion. Et pourtant, la réussite repose sur une passion. Et il est impossible de penser que l'innovation et la créativité ne sont pas essentielles. Comme vous le savez, M2I est leader de la formation IT, digital et management en France. Et ne pensez pas que l'exigence et le progrès sont futiles. Après 35 ans à développer les compétences de vos talents, le groupe de formation M2I prend un nouveau tournant. Innover, c'est concevoir des expériences et des parcours pédagogiques efficaces, permettre une expérience client réussie pour booster l'interaction et le progrès. Stimuler, c'est anticiper les tendances technologiques et managériales, vous proposer une offre capable de libérer votre potentiel et d'exprimer vos talents. Nous voulons performer, accompagner les entreprises et les individus, co-construire les projets de formation et tirer le meilleur parti des leviers de financement disponibles. Et s'accomplir, se former tout au long de sa vie, enrichir et faire évoluer ses connaissances, se donner toutes les chances d'atteindre son but pour un avenir brillant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ashot Chimdirian. Nous allons vous parler de l'Adventure Games. Nous allons vous présenter nos activités, qui nous sommes. Nous vous expliquerons par la suite ce qu'est la gamification et la différence entre un Serious Games et un Learning Games, ce que nous faisons. Nous vous expliquerons comment est-ce qu'on développe des compétences grâce aux jeux vidéo. Nous vous parlerons de nos jeux, de nos créations sur étagère et sur mesure. Et enfin, nous terminerons avec notre collaboration avec M2I Formation et ce que nous faisons en partenariat ensemble. Nous allons commencer par nous présenter. Je laisse la parole à Maëlle. Bonjour à tous, je suis Maëlle Cargroen et je suis cofondatrice et directrice de création à l'Adventure Games. Mes spécialités sont la gestion de projet, le game design, le graphisme en 2D et 3D et le management d'équipe. À côté de l'Adventure Games, je suis aussi professeure vacataire en game design et en gestion de projet dans plusieurs écoles de multimédia comme l'Institut de l'Internet et du Multimédia, l'École supérieure du digital et IARTSUP. Quant à moi, je vous l'ai dit, je suis Ashot Chimdirian, je suis le cofondateur et président de l'Adventure Games. Mon rôle consiste à créer un lien social à travers les jeux vidéo et à traduire et adapter des concepts d'entreprise en éléments de jeu. Je suis sociologue de formation et je suis spécialisé justement dans les jeux vidéo. Et vu qu'il en est question, je suis accessoirement aussi un ancien gamer. L'Adventure Games, on peut dire que c'est un laboratoire d'innovation du jeu vidéo pour adapter celui-ci à la formation professionnelle. Avec des jeux favorisant l'apprentissage, notre vocation est de révéler les compétences des collaborateurs à travers des univers immersifs et engageants. Alors, pourquoi nous avons créé l'Adventure Games ? Eh bien, notre aventure dans la gamification, elle a pour origine deux constats.
Le premier, c'est que on s'est rendu compte qu'à travers les expériences de jeu, les gamers développent des compétences, ce qu'on appelle en formation les soft skills, qui sont bien précises. Et le deuxième constat, c'est que les entreprises forment en permanence leurs collaborateurs sur ces mêmes compétences. Il y a cependant une différence majeure entre le joueur et le collaborateur en termes de développement des compétences. Personne ne va demander, voire va obliger un joueur à développer ses compétences. Il va le faire car il va simplement prendre du plaisir à jouer, que l'univers du jeu éveille sa curiosité, le scénario va le passionner, il y a une certaine forme d'immersion dans le jeu. Il est également challengé, soit par l'intelligence artificielle, ce que nous on appelle l'IA, soit par d'autres joueurs, soit par un but ou un objectif qui lui semble légitime dans l'environnement du jeu. Et tout ça fait qu'il va s'amuser. Et au fur et à mesure de son parcours dans le jeu, il va donc développer ses compétences. Notre objectif chez l'Adventure Games, c'est adapter le jeu vidéo à la formation professionnelle. Et pour en faire un outil pertinent et efficace pour le développement des compétences. Apprendre en jouant, c'est quelque chose qui est assez basique comme concept, mais finalement, c'est pas si répandu que ça. Or, apprendre en jouant, c'est ce qui permet de générer de la motivation, de l'engagement et de la mémorisation. Et ça, c'est un réel besoin de la part des entreprises. Il faut ajouter à cela que il y a un fort besoin de digitalisation qui est né depuis quelques années, que ce soit pour les outils du quotidien que pour les pratiques, notamment tout ce qui concerne la formation à distance. Il faut aussi ajouter que la crise sanitaire actuelle oblige les entreprises à aller encore plus vite en ce sens et à avoir davantage de formation à distance. Le jeu vidéo est un outil qui non seulement s'insère parfaitement dans les formations à distance, mais peut également être un excellent levier pour rendre ces formations plus efficaces et plus attrayantes. Petite parenthèse, il n'y a pas que la formation qui se digitalise suite à cette crise, il y a aussi les moyens de communication. Aujourd'hui, nous sommes déjà tous habitués à utiliser des outils comme Zoom ou Teams. Il faut savoir que on peut là aussi faire un parallèle avec les jeux vidéo, puisque dans le monde du jeu vidéo, des outils de communication de ce type existent déjà depuis une vingtaine d'années et leurs versions mises à jour aujourd'hui sont parfois plus performantes que les outils pour les entreprises. Là encore, on peut s'inspirer du monde du jeu vidéo pour avoir des outils pertinents en entreprise. Mince. En somme, qu'est-ce que nous faisons chez l'Adventure Games? En fait, nous sommes des experts du jeu vidéo et nous utilisons cet outil au service de l'entreprise. Nous gamifions le quotidien des entreprises. La gamification, qu'est-ce que la gamification? En fait, c'est l'utilisation de jeux ou de mécaniques de jeu dans un autre contexte que le jeu lui-même. Même si ce terme commence à être à la mode, l'utilisation de jeux dans d'autres contextes n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Nous avons tous grandi avec des jeux à l'école pour apprendre les bases de certaines disciplines, ou même avec des systèmes de score qui marquaient notre progression et nos réussites. Nous avons tous participé à des tirages au sort ou encore à des jeux quiz. Et nous sommes donc tous familiarisés avec les notions de règles du jeu, avec les systèmes de score, les notions d'aléatoire ou encore de challenge. Avec les jeux vidéo, la gamification existe aussi depuis quelques années déjà, puisque vous avez très certainement entendu parler dans le domaine de la santé, de la recherche, ou même dans le domaine militaire, l'utilisation de jeux vidéo pour soit apprendre des choses, soit améliorer des choses, soit pour découvrir des choses. Il y a quelques années, des chercheurs avaient mis en ligne, avaient sollicité des gamers pour pouvoir modéliser une protéine du virus du sida qu'ils n'arrivaient pas à modéliser depuis quelques années. Il se trouve qu'en quelques semaines, des gamers ont réussi à le faire. Dans le domaine de la recherche, il y a aussi des sites spécialisés qui sollicitent les gamers pour des domaines tels que l'astronomie, la paléontologie, l'archéologie,
pour faire avancer la recherche avec les compétences qu'ont développées les gamers dans leurs expériences de jeu. Et même dans le domaine militaire, vous avez aussi peut-être entendu parler il y a quelques années, parce que ça avait fait grand bruit, de militaires dans certains pays comme la Chine qui utilisaient des jeux vidéo pour s'entraîner, des jeux vidéo comme Counter-Strike, pour ceux qui connaissent, puisque cela leur permettait en fait d'élaborer des tactiques en groupe, de mettre en place une stratégie commune et une communication commune efficace. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu vidéo pour l'apprentissage, pour la formation en entreprise. Et ce qui nous intéresse, c'est que, comme pendant une séance de formation, avec le jeu vidéo, on va directement générer une situation et pouvoir le refaire un grand nombre de fois. En fait, on n'a pas besoin d'attendre que la situation se présente dans des conditions naturelles pour y être confronté. En fait, ça va être le principe d'entraînement. En quoi consiste notre propre gamification? En fait, nous faisons le lien entre le jeu vidéo et la formation en entreprise. Nous créons ce qu'on va appeler un pont entre le jeu vidéo et l'entreprise. On va appeler ce pont un learning game. Ça consiste à intégrer des contenus issus des formations dans des jeux vidéo adaptés au format entreprise. Le but est d'amener le collaborateur dans un univers immersif dans lequel il va retrouver les concepts fondamentaux d'une formation, ou bien on va l'inciter à adopter une attitude particulière, comme la collaboration avec les autres. L'organisation et le partage aussi, le partage d'informations, ou encore la gestion du temps et du stress. Que ce soit les concepts ou les attitudes, nous les retrouvons souvent initialement dans les jeux vidéo. Ils sont multiples, mais surtout dans les jeux vidéo, ils ne sont pas nommés tels quels, parce qu'en fait, ce n'est pas le but du jeu que de nommer ses compétences. Notre rôle chez l'Adventure Game, ça va être d'identifier ces compétences, de les nommer et de sélectionner ceux qui sont en adéquation avec les attentes des entreprises et de les proposer à travers un gameplay accessible à tous pour que tout le monde puisse y jouer, un environnement immersif et un contenu narratif. En somme, en fait, nous donnons un sens pédagogique à tous ces éléments de jeu et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le point important, c'est-à-dire donner un sens pédagogique à des éléments de jeux vidéo. Alors, je vais maintenant vous parler du Serious Games au Learning Games, comment nous faisons la différence. Alors, dans le concept de Serious Games, il y a la notion de sérieux qui l'emporte un peu trop souvent sur celle du jeu. Pour ce qui est de notre approche des Learning Games, le jeu n'est pas privé de son aspect ludique. Il est simplement adapté à un contexte d'apprentissage. C'est pour ça que nous proposons des jeux ludiques pour que les collaborateurs s'amusent, qu'ils prennent évidemment du plaisir à jouer et qu'ils soient motivés par le contenu du jeu. C'est uniquement à cette condition que nous allons pouvoir observer de l'engagement de sa part et par conséquent un ancrage mémoriel plus important. L'importance de la situation, du sens du jeu. C'est l'environnement, le contexte de la formation, allié à un gameplay adapté qui va permettre d'atteindre des objectifs en matière de formation. Le Learning Games tel que nous l'entendons à l'Adventure Games, c'est avant tout une intention de jeu. Le jeu vidéo est comme un outil supplémentaire au service du formateur. Le sens du jeu est donc fondamental. Nous proposons un univers qui est propice à l'apprentissage. Nous bridons aussi certaines fonctionnalités classiques qu'on peut retrouver dans les jeux. C'est-à-dire qu'on va faciliter la prise en main pour gagner évidemment du temps de formation et du temps de jeu. On va aussi éviter toute forme de frustration et surtout ne pas demander une forme d'apprentissage du jeu qui va venir en concurrence avec les autres apprentissages attendus pendant la formation. En termes de sens, le formateur il va aussi avoir son rôle à jouer en amorçant le jeu et en débriefant sur sa réalisation. Je vous montrerai une petite vidéo un petit peu plus tard sur un de nos jeux sur étagère qui a été déployé pendant une formation avec M2I. Ce qui est vraiment important pour nous à l'Adventure Game, c'est que le jeu ne prenne pas le pas sur le message qu'on souhaite faire passer. C'est-à-dire que notre challenge, c'est de créer un équilibre entre un individu en tant que joueur et en tant qu'apprenant.
Alors, en termes de développement des compétences grâce aux jeux vidéo, alors tout d'abord, qu'est-ce que développer des compétences? Alors, développer des compétences, c'est souvent venir améliorer ou corriger des comportements ou des attitudes ou des savoirs. Et souvent, ce qu'il y a à améliorer ou à corriger est généré et produit par l'environnement même du collaborateur, ou du moins, c'est maintenu tel quel. Si nous reprenons les modalités de l'entreprise qui ont servi à générer ce qu'il faut corriger, nous allons tout simplement reproduire l'existant. En fait, le jeu vidéo permet de sortir de ces modalités et d'en proposer d'autres. Les univers de jeux vidéo et les attentes de la part des joueurs sont un excellent moyen de proposer d'autres modalités. Et en ce sens, le jeu va être vraiment un élément de rupture, par rapport au quotidien. En fait, ce que nous faisons, c'est apporter le jeu vidéo dans l'entreprise et pas l'inverse. Alors, je suis pas juste en train de jouer sur les mots. Nous apportons réellement des concepts de jeu pour l'entreprise. Puisque, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est d'avoir une rupture et d'avoir d'autres modalités, de nouvelles modalités. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo est favorable au développement des compétences? Parce qu'il va favoriser certains leviers bien précis et fondamentaux. Tout d'abord, ce premier levier, c'est l'engagement. Les univers que nous proposons sont prenants, voire immersifs. Nous exploitons la curiosité, entre guillemets, naturelle de la plupart des apprenants pour les emmener dans un monde favorable aux apprentissages. Le deuxième levier, ça va être l'attention. Les actions que nous proposons aux joueurs nécessitent souvent de la concentration, de l'organisation. Les détails dans le jeu font aussi appel à leur minutie et à une certaine forme de vigilance. Les joueurs sont concentrés lors des phases de jeu qui font appel à des soft skills bien précis. Ça va être la prise de notes, de l'organisation des informations et le partage de ces informations. On sera aussi beaucoup sur l'entraide et la bienveillance vis-à-vis des autres joueurs. Et il y a bien beaucoup d'autres éléments de ce type. Le troisième levier important, ça va être l'enthousiasme. Et ça, c'est lié au plaisir de jeu. L'omniprésence du ludique dans nos jeux, les challenges que nous proposons, les réussites qui accompagnent l'apprenant tout au long de sa partie, le marque de manière positive et c'est vraiment une expérience positive vis-à-vis de la formation. Et ça, en fait, par la suite, ça va être ce qu'on appelle un marqueur mnésique pour se remémorer via cette expérience positive des éléments, des concepts fondamentaux de la formation. Alors, quel type de compétences est-ce qu'on peut développer? Alors, principalement des soft skills, hein. Ça va être la capacité à communiquer efficacement, la capacité à s'organiser et surtout gérer des tâches complexes, la gestion du temps et du stress, le partage d'informations, la collaboration avec les autres dans un but unique, dans un esprit de team building, on va dire. Mais en fait, il va aussi y avoir d'autres compétences qu'on va essayer de développer, des choses qu'on retrouve principalement dans les univers de jeux vidéo, mais qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça va être des choses autour de la spontanéité dans le partage et dans les interactions avec les autres. Vous savez, dans la plupart des jeux, quand on joue en équipe, on attend systématiquement de nous qu'on ne fasse pas uniquement ses propres tâches, mais qu'on aide les autres à réaliser les leurs. Dans le monde de l'entreprise, ça va se traduire par j'ai telle information qui en a besoin et pas juste attendre qu'on nous le demande et peut-être qu'on nous le demandera jamais. L'idée, c'est que ce type de comportement, on va essayer de le générer à travers nos jeux pour les apporter aux collaborateurs pour que ce soit ensuite utilisé en entreprise. Je vais maintenant vous présenter nos créations. Donc, nous avons deux types de production. Tout d'abord, nous avons les jeux sur mesure. Donc, ils sont réalisés pour un client unique et en partenariat avec M2I Formation, en sachant que M2I aura un rôle pédagogique dans la conception de ce jeu.
Donc, le projet est entièrement personnalisé, que ce soit le type du jeu, le pitch, les graphismes, que ce soit en 2D ou en 3D, et le contenu pédagogique. Tout cela sera à l'image du client. Notre deuxième type de production, c'est le jeu sur étagère. Ils sont créés de manière à être intégrés dans la plupart des formations déjà existantes, car en plus d'être adaptés à des thématiques qui sont particulières, ils sont des parfaits outils de type icebreaker. Ils ont une durée de vie de jeu comprise entre 30 et 45 minutes. Ils sont jouables en quelques clics avec la supervision du formateur qui va bien évidemment animer la séance. Ces jeux sont déjà intégrés au catalogue de M2I Formation. Je vais vous faire des explications sur certains jeux sur mesure que nous avons pu réaliser. Donc, dans le cadre d'autres partenariats, nous avons réalisé des projets de Learning Games pour le compte de la SNCF et de PSA. Donc, le premier jeu sur mesure que je vais vous présenter, c'est pour la SNCF. Donc, le projet s'appelle Le Train-Pièce Jaune. C'est un jeu qui se joue à un seul joueur. La durée de vie du jeu ici est de 15 minutes. Il a été déployé pour PC, tablette et smartphone. Et la thématique ici, c'est la culture SNCF. C'est-à-dire qu'on va sensibiliser les nouveaux collaborateurs de la SNCF aux différentes facettes de l'entreprise avec une dynamique fédératrice et engageante. Le jeu est disponible à la suite d'une formation en e-learning sur les fondamentaux de la SNCF. Il a donc été créé pour les nouveaux collaborateurs du groupe. C'est donc un jeu pour l'onboarding des nouveaux arrivants. Un des autres jeux que nous avons pu réaliser pour le groupe PSA, c'est le projet Sacha. Donc ce jeu, lui, est jouable à 1 ou 2 joueurs. La durée de vie ici est de 15 minutes. Il est aussi déployé pour les PC, tablettes et smartphones. Cette fois, la thématique, c'est la qualité en entreprise. Et en fait, à travers ce jeu, on va pouvoir sensibiliser les collaborateurs à la notion d'amélioration continue. Le jeu est aussi disponible à la suite d'un e-learning sur la notion d'amélioration continue. Et il a été déployé pour l'ensemble des collaborateurs monde. C'est-à-dire que le jeu a été traduit en 5 langues. Sur ces deux projets, PSA et SNCF, nous développons des concepts qualitatifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette approche qualitative et non quantitative. Car un jeu, c'est un scénario, c'est une histoire, des interactions et des dialogues. En ce qui concerne nos jeux sur étagère. Alors, le premier jeu dont je vais vous parler s'appelle Identify Instance. C'est un escape game collaboratif qui va se jouer sur PC. Le temps de jeu ici est de 30 minutes et il a ce qu'on appelle un gameplay asymétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un support PC d'un côté et un support papier. C'est-à-dire que sur le PC, il va y avoir les énigmes et sur le papier, il va y avoir les indices pour répondre aux énigmes qu'il y a sur le PC. Le jeu ici va se jouer à 2 voire 3 joueurs avec des rôles différents. C'est-à-dire que il y aura une personne qui sera uniquement sur le PC, une deuxième personne uniquement sur le papier et la troisième personne sera ce qu'on appelle un facilitateur. C'est-à-dire qu'il sera au milieu des 2 personnes et il va faciliter la communication entre les énigmes et les indices, donc le PC et le support papier. Donc c'est un jeu généraliste de type icebreaker qui va très bien s'insérer dans une formation pour la communication, pour la gestion du temps et du stress, et aussi pour pourquoi pas un challenge entre les groupes, parce que en général dans une formation, on a des groupes d'environ une dizaine voire une quinzaine, et on va pouvoir créer des groupes qui vont se challenger entre eux. En ce qui concerne notre deuxième jeu sur mesure, qui est Paris 1889, ici, nous sommes aussi sur un escape game collaboratif qui va se jouer sur PC. Il y a dans ce jeu 4 scènes distinctes qui vont mobiliser du coup 4 groupes de joueurs. Le temps de jeu ici est aussi de 30 à 45 minutes de jeu. On aura un gameplay asymétrique, c'est-à-dire que toujours on aura un support PC où il y aura les énigmes et un support papier par groupe.
Donc chaque groupe va devoir résoudre son énigme, puis mettre en commun les informations qu'ils ont récoltées dans toutes les scènes pour finir une scène en commun et finir le jeu. Ce jeu est aussi généraliste de type icebreaker, va aussi très bien s'insérer dans une formation pour la communication, la gestion du temps et du stress. On a vraiment créé ce jeu pour illustrer en fait la collaboration inter- et intra-service. Je vais maintenant vous montrer une vidéo de tous ces jeux. Alors je vais essayer de partager le média. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais je vais essayer de... Voilà. Donc, le premier jeu, c'est le jeu pour la SNCF. Donc, on a voulu représenter de nombreux métiers de la SNCF dans un jeu donc type escape game. On a repris évidemment la charte graphique de la SNCF qui est bien connue. Tout se joue évidemment à bord de train ou de gare. On a voulu représenter que ça soit le TGV, le Transilien, un petit peu le fret aussi, et ce que je disais aussi, donc les gares et les différents métiers. On a toujours l'espace escape game en utilisant la fouille, évidemment. Donc là, on va devoir récolter des informations pour accéder, par exemple, à un PC. Et on a utilisé l'aspect fédérateur des pièces jaunes. En ce qui concerne le projet Sacha pour le groupe PSA, donc sur la qualité en entreprise, la notion d'amélioration continue. Donc cette fois, on doit améliorer en fait une intelligence artificielle qui s'appelle Sacha, qui a des bugs dans son programme. Et donc c'est aux collaborateurs du groupe PSA de régler ces fameux bugs en jouant donc à ce projet et d'apporter du coup les améliorations à Sacha. Il y a évidemment des notions qu'on va beaucoup retrouver dans le jeu qui étaient dans la formation. En ce qui concerne notre premier jeu sur mesure, sur étagère, pardon, excusez-moi. Donc là, on est donc sur un escape game collaboratif. On a 3 objets qui vont constituer des énigmes. Et là, en fait, le pitch du jeu, c'est que on est un policier et on était en train d'enquêter sur un meurtrier qui avait tendance à avoir des soucis avec la police, on va dire. Et il vous a donc enfermé, mais il est plutôt sympathique car il a laissé des indices derrière lui pour retrouver son identité. Et c'est uniquement la condition de retrouver son identité qu'il voudra bien se faire arrêter et aller en prison. Donc voilà, on va pouvoir tourner autour de 3 objets qui sont une valise, une map monde et une horloge. Et au fur et à mesure qu'on va retrouver des éléments de l'identité du tueur, on va pouvoir du coup recouper les informations. En ce qui concerne Paris 1889, on a ici voulu recréer l'exposition universelle de 1889. Donc ici, ce que vous avez pu voir, c'est la salle des machines qu'on a essayé de reproduire à travers des photos. Ici, on a par exemple une chambre d'un hôtel particulier. Tout l'intérêt du jeu, ici, c'était de retrouver une personne qui est disparue, qui était évidemment très importante car elle va ouvrir en fait l'exposition universelle. Et si elle n'est pas là au moment de l'ouverture, ce sera une vraie catastrophe pour le rayonnement de la France. Ce qu'on avait juste vu il y a 2 petites secondes, c'était le pavillon colonial de l'exposition universelle. Et ici, c'est le bureau de la personne qui est disparue.
En ce qui concerne les retours d'expérience, pour ce qui est du projet Sacha, donc que nous avons réalisé pour le groupe PSA, ça a été apparemment le moment fort de la journée. C'est-à-dire que le taux d'engagement du parcours est aussi important que pour une vidéo de communication du PDG du groupe PSA. Le jeu a été particulièrement apprécié par les commanditaires et aussi par la direction de la qualité, car ils trouvent qu'on illustre parfaitement bien les enjeux en matière d'amélioration continue à travers ce scénario fictif. En ce qui concerne le train-pièce jaune pour la SNCF, le jeu rencontre aussi un grand succès auprès des nouveaux collaborateurs et aussi les commanditaires qui l'adorent, au point où d'autres BU de la SNCF qui ont vu le jeu souhaiteraient également avoir leur propre escape game. Notre partenaire d'organisme de formation et l'équipe en charge de ce projet au sein de la SNCF aimeraient qu'on présente le jeu à un concours car ils sont persuadés qu'on pourrait remporter un prix. Alors, en ce qui concerne nos projets à venir et comment est-ce qu'on va travailler avec M2I, il faut savoir que le champ d'application de la gamification est très vaste et nous avons plein d'idées, notamment en ce qui va concerner la FEST, avec des mécanismes tout à fait inédits et des univers totalement personnalisés. Nous aurons des jeux parfaitement intégrés dans le quotidien du collaborateur. Ce qui favorisera davantage non seulement les comportements d'apprentissage, mais aussi le suivi de toutes les formations. Des jeux quiz également. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui proposent des jeux quiz, mais un jeu quiz, il faut savoir que ça peut se faire la plupart du temps avec un crayon et un papier. On n'a pas besoin de jeux vidéo pour ça. Nous, ce que nous faisons actuellement, nous travaillons sur des jeux qui intègrent des vrais mécanismes de jeux vidéo, des quiz avec des vrais mécanismes de jeu, qui sont beaucoup plus ludiques, plus immersifs, et beaucoup plus prenants. Nous travaillons aussi sur des jeux avec les nouvelles habitudes de travail. On va aller, comme je vous le disais, sur beaucoup plus de distanciel, beaucoup plus de communication et de formation à distance, et aussi des besoins en termes de management à distance. Et là aussi, nous préparons des jeux qui vont en ce sens. Et puis des jeux adaptés aux nouvelles générations et aux nouvelles technologies. Une nouvelle génération puisque nous sommes déjà sur les digital natives, mais il va y en avoir de plus en plus parmi les collaborateurs des entreprises. Et puis les nouvelles technologies, une fois que des technologies comme la réalité virtuelle seront plus avancées, seront plus démocratisées et plus accessibles au plus grand nombre, nous aurons également des jeux en réalité virtuelle. Pour tout ça, en fait, nous nous appuyons sur M2I car nous avons besoin de leur expertise pédagogique et de leur retour d'expérience. Nos jeux ont besoin d'être testés et adaptés aux différentes situations que peuvent rencontrer les formateurs, les managers, les collaborateurs, les ressources humaines, les personnels des ressources humaines. Et notre but en travaillant avec M2I, c'est d'avoir des jeux très qualitatifs et parfaitement adaptés aux besoins. Et puis, il faut savoir que nous sommes toujours preneurs de bonnes idées. Les équipes pédagogiques de M2I n'en manquent pas. La plupart des formateurs ont déjà des idées lorsqu'on échange avec eux, puisqu'ils ont une certaine expérience et une certaine créativité aussi en la matière. C'est toujours beaucoup plus productif de travailler avec les équipes pédagogiques et les formateurs lorsque nous créons un jeu. Le meilleur exemple de cette collaboration est Identify Instance. C'est l'un des jeux que nous avons vu en vidéo. Il a été créé initialement, puis retravaillé avec les équipes de M2I, à la fois dans la manière de le déployer dans une formation, mais aussi dans la manière d'y jouer. Voilà. Et nous avons une petite vidéo qui montre ça.
Alors ici, donc, on va voir notre jeu Identify Instance qui est donc été retravaillé par un formateur de M2I. Donc on va pouvoir voir différents groupes évidemment sur des PC avec des supports papier. Donc on a toujours une petite phase de tutoriel très rapide qui dure même pas 1 minute pour évidemment apprendre à jouer très simplement, en sachant que tous nos jeux se jouent uniquement à la souris ou au doigt en fonction de la plateforme. Donc ce qu'on voit, c'est que ce sont des groupes de 3 personnes. Donc comme je vous le disais, il y aura la personne qui sera sur le PC, l'autre personne qui sera sur le support papier et la troisième personne au milieu qui sera donc le facilitateur, qui va vraiment permettre une meilleure communication, une meilleure gestion d'informations entre les deux personnes. Le formateur il a un rôle aussi à jouer pendant les sessions de jeu, car il va pouvoir débriefer à la fin de la session et aussi animer. Donc voilà, nous avons terminé notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour votre participation en tout cas. Merci à tous, effectivement. Alors, il y a effectivement pas mal de questions. Par où est-ce qu'on commence? Je ne maîtrise pas très bien le chat. Alors, j'essaie de lire. Il y a beaucoup de choses, en effet. Alors, on a une question qui est intéressante, c'est selon vous, la gamification s'applique moins bien au développement des hard skills, compétences techniques? En fait, la gamification, en tout cas le jeu vidéo, pas la gamification, mais le jeu vidéo tel que nous le proposons est davantage centré sur les soft skills, puisque ce sont vraiment des comportements de joueurs que nous allons aller chercher. La gamification, c'est pas forcément que du jeu vidéo. Effectivement, dans d'autres contextes hors jeu vidéo, les hard skills peuvent également très bien être développés. Mais dans notre proposition de jeu vidéo, on est davantage effectivement sur des soft skills. Alors, on a une autre question de Stéphane Picot qui nous demande si le jeu se déroule en présentiel et ou avec un intervenant. Le dernier exemple qu'on a vu avec l'équipe M2I, c'est un jeu qui se fait en présentiel, qui se joue en présentiel, en formation. Puisqu'il y avait un formateur, il est là pour animer, pour expliquer le jeu, pour amorcer, pour débriefer. D'autres jeux que nous avons vus, comme celui de PSA et SNCF, se font à distance. Ils peuvent aussi se faire en présentiel si un manager souhaite animer une réunion d'équipe avec. Mais en tout cas, ils sont conçus pour être totalement jouables et pour que le joueur soit totalement autonome sur ces jeux. Je lis encore. Donc oui, on a parlé aussi de la réalité virtuelle. On y arrivera à un moment donné. On aurait aimé en fait y arriver plus vite. Le souci, c'est que la réalité virtuelle, c'est un certain coût d'achat ou même de location des outils. En tout cas, c'est démocratisé pour le moment. Voilà. Et effectivement, quand le matériel sera plus accessible aux entreprises et surtout quand la technologie sera plus adaptée aux joueurs, puisqu'aujourd'hui, il y a encore un grand nombre de joueurs qui font des malaises avec des casques de réalité virtuelle. En fait, effectivement, on pourra aller sur cette technologie également. Alors, j'ai une question. Qu'entendez-vous par des quiz immersifs? Pouvez-vous nous montrer un exemple? Alors, un quiz immersif, non, malheureusement, on ne peut pas vous montrer d'exemple encore. Mais un quiz immersif,
ça va se faire aussi à travers un scénario, c'est-à-dire qu'on ne propose pas simplement aux joueurs de répondre à des questions, mais on va lui proposer de répondre à des questions dans un scénario, dans quelque chose de très narratif, et des réponses qui vont lui permettre d'avancer dans le jeu. En fait, on va générer une forme de motivation à aller au bout du jeu en répondant aux questions. Ça va être un des exemples d'immersion à travers le quiz. J'ai aussi une autre question qui est: cet outil peut-il être utilisé dans l'apprentissage des langues? Alors, je pense qu'on parle des jeux sur mesure et des jeux sur étagère. Oui, bien sûr, ça peut être utilisé dans l'apprentissage des langues. Je vais faire un parallèle avec le monde du gaming en général. Les joueurs de jeux vidéo, les gamers en fait, pour beaucoup, ils parlent anglais, mais ils parlent un anglais de jeux vidéo finalement. Ils savent parfaitement écrire en anglais, parfaitement parler, mais ils utilisent un vocabulaire très restreint qui leur est nécessaire dans le jeu vidéo. Si nous créons des jeux avec des possibilités autres où on inclut un certain vocabulaire et une certaine nécessité de communication, on peut parfaitement favoriser l'apprentissage des langues avec les jeux. Alors, j'ai une autre question. Proposez-vous des jeux 100% distance, c'est-à-dire joueur contre machine? Oui, parfaitement. On n'a pas besoin d'avoir que des jeux en équipe. On peut jouer contre la machine et 100% à distance, évidemment. Alors, puisqu'on parle de coût, quel est l'ordre de grandeur pour un jeu comme celui de la SNCF ou de PSA? Alors, pour ce type de choses, il faut, on va vous mettre à disposition un lien pour être en relation avec M2I et avec le détail de tout ça. Une autre question, est-ce qu'on peut les utiliser seuls sans les coupler à une formation plus classique? On peut les utiliser seuls si on a fait un travail pédagogique en amont, c'est-à-dire si on a bien réfléchi au sens qu'on voulait donner à tout ça, et c'était aussi le propos dans cette présentation. Si on arrive à donner du sens pédagogique aux éléments de jeu, on peut le faire seul, sans la formation. Ça implique, à mon sens, quand même des jeux un peu plus longs que une demi-heure ou 3/4 d'heure, mais c'est tout à fait envisageable. Alors effectivement, pour les jeux personnalisés, ça peut être très 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 variable. Ça peut être du simple au double ou quintuple. Tout dépend de ce qu'on veut mettre dans le jeu, de la durée du jeu. Si on veut de la 2D, de la 3D, si on veut beaucoup de texte, si on veut des musiques personnalisées, si on veut des graphismes particuliers, des interactions particulières, le nombre d'interactions dans le jeu, si c'est un escape game, le nombre d'énigmes qu'on souhaite mettre dans le jeu. En fait, ça peut varier vraiment beaucoup. Mais ce genre de choses se construit aussi pendant, on va dire, le moment où on énonce les besoins et où nous, on fait des propositions, on essaie de faire matcher tout ça et on voit ce que ça peut donner en termes de coût. Mais ça peut être très, très, très variable. Et effectivement, on vous donnera le lien pour ce type de détails par la suite. Quelle est la durée idéale d'un jeu en formation? Alors, en formation, c'est en général, il y a déjà des jeux qui se font en formation. Ça dure 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure. L'idée, c'est de rester sur le même format. L'objectif, c'est pas de venir remplacer le contenu de la formation que par du jeu. Le contenu théorique et pratique de la formation sont nécessaires. L'idée, c'est d'avoir un outil, un module qui va venir se greffer à de l'existant et qui va remplacer aussi de l'existant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer
une demi-heure de jeu qui était prévue peut-être avec des Lego ou avec des post-it, un paperboard, par une demi-heure de jeu en modalité jeu vidéo. L'idée, c'est de s'adapter un maximum. Donc, en général, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Si vous me le permettez, je vais répondre à une question. Au-delà de la prise en main, comment les objectifs sont-ils présentés? Les apprenants savent-ils qu'ils vont jouer en formation? Eh bien oui, les apprenants ont dans leur déroulé pédagogique le jeu qui leur est présenté. L'objectif du jeu est d'illustrer les clés de la synergie et l'importance de l'organisation dans un travail collaboratif. On leur explique qu'ils vont réaliser un travail d'équipe au sein de laquelle chacun des participants devra assumer un rôle et une mission bien précise. Donc, ça fait partie des objectifs qui leur sont attribués. Pour atteindre le résultat qui leur sont demandés, on va demander à chacun d'apporter une contribution afin d'éviter d'empiéter sur le domaine des compétences des autres équipiers. Ça, c'est très important. Et puis, la forme ludique, comme l'évoquaient Ashot et Maël, donc la partie play, mais le fond également va permettre d'illustrer les phénomènes à l'œuvre dans tout travail collaboratif sur la partie serious. Alors, Stéphane est très actif sur le chat en tout cas, mais il nous parle aussi du coup des jeux de société et des autres jeux que les jeux vidéo comme les escape games. Effectivement, il n'y a pas, enfin, la gamification, c'est pas que du jeu vidéo. Tout l'intérêt du jeu vidéo pour de la gamification, c'est le temps qu'on nous consacre, c'est l'immédiateté. Un escape game, ça va au mieux prendre une demi-journée, le temps de se déplacer en équipe, de faire l'escape, de débriefer. Ça prend du temps. Un escape game en formation, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure avec le débrief. Donc, c'est quand même beaucoup plus adapté. Alors, un escape game, c'est très bien aussi pour du team building, mais c'est pas le même. Ce sont pas les mêmes modalités logistiques que lancer un jeu vidéo en formation. Et puis les jeux de société aussi, parfois ça prend du temps, mais les jeux de société sont aussi très bons pour tout ce qui est de la gamification. En général, ça demande peut-être aussi un peu plus de temps d'apprentissage, en tout cas pour la plupart des jeux existants. Nous, ce qu'on fait avec nos jeux vidéo, c'est qu'on réduit un maximum ce temps d'apprentissage à travers une facilité d'utilisation et des règles claires, simples, et des buts aussi, des objectifs clairs et simples. Alors, on a une nouvelle question, cette fois de Pauline Maire. Avez-vous développé des jeux pour des formations de management? Alors, oui et non. En fait, oui, parce que ces deux jeux sur étagère peuvent être utilisés pour des jeux, pour des formations de type management. Là encore, comme on l'a vu avec l'exemple d'Identify Instance, à partir du moment où c'est retravaillé par le formateur, où c'est plutôt approprié par le formateur, en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Là, on a vu un exemple où on avait 3 groupes distincts qui jouaient pas les uns contre les autres, mais qui avaient quand même un chrono. Il y avait donc une sorte de challenge à qui va finir le plus vite. On peut tourner ça en jeu de type management en disant on va tous jouer ensemble et on va mettre en commun tout ce qu'on trouve ensemble et pour avancer tous ensemble. Et là, on va mettre en place un rôle qui est celui du manager qui va coordonner un peu tout ça. C'est un peu aussi le même principe que pour les jeux SNCF et PSA. Initialement, c'est prévu pour de la formation à distance, pour de l'onboarding ou pour véhiculer des concepts de type amélioration continue. Mais si un manager se l'approprie et qu'il fait jouer ses équipes en réunion, et ben en fait, ça devient un jeu de management. C'est un peu comme les Lego, au final, c'est quelque chose de très malléable. Les Lego, initialement, c'est pas prévu pour être utilisé en formation, mais il y a quand même beaucoup de formateurs qui les utilisent à des fins pédagogiques. Et puis, effectivement, on peut avoir des jeux 100% initialement pensés pour du management. Donc ça, ce sont des projets également à monter en partenariat avec M2I.
Alors, nouvelle question de Stéphane Picot, notre premier fan sur ce webinaire. Les freins ou points de vigilance quant à l'utilisation du jeu en formation. Point de vigilance. Il ne faut pas oublier que le formateur a un rôle important. Le jeu ne vient pas remplacer le formateur. Donc ça, c'est un point de vigilance à avoir. Le jeu est systématiquement amorcé en présentiel par le formateur. Donc, on ne peut pas juste lancer un jeu et espérer que tout se passe tout seul, revenir 1 heure plus tard et dire bon, est-ce que ça s'est bien passé? Non, là, le formateur a un rôle à jouer. C'est le principal frein, en tout cas en présentiel. À distance, il faut s'assurer, quand on déploie un jeu, qu'il arrive bien après un parcours de formation, qu'il y a eu des notions fondamentales qui ont été vues, pour que le jeu ne soit pas que du jeu pour lui-même, mais qu'il serve un but pédagogique. Donc, dans les jeux souvent sur mesure, on arrive après une formation, après un parcours de formation, après les concepts fondamentaux qui ont été vus et qu'on reprend dans les jeux. Donc, il faut juste s'assurer qu'il y a une continuité à tout cela. Alors, nouvelle question de Fanny Glacier. Un jeu créé sur mesure, par exemple, peut-il ensuite être vendu à des entreprises? Non, en fait, quand nous créons un jeu sur mesure, nous intégrons des éléments de l'entreprise, du client en question. Ensuite, il n'est pas vendu à d'autres entreprises. Est-ce que c'était bien ça la question? Je pense, oui. Oui, okay. En effet. Non. Le jeu sur mesure appartient ensuite au client. Dommage. Une autre question de Céline Carlu. Est-ce que le jeu peut être adapté pour faire prendre conscience des risques liés au métier? Exemple, porte de charge, travail en hauteur. Oui, parfaitement. Parfaitement. Nous travaillons d'ailleurs sur un projet top secret dont je ne peux pas vous parler, mais qui va dans ce sens. Vous savez, par contre, je peux vous parler d'une autre expérience qu'on a eue avec un gérant d'un organisme de formation qui nous disait il délivrait des habilitations électriques donc pour des métiers potentiellement dangereux, à risque, et où il fallait suivre un certain nombre de normes. Et il nous demandait, est-ce qu'à travers un jeu, on peut enseigner l'ensemble des normes aux apprenants? Je lui disais oui, mais c'est peut-être pas pertinent puisque les normes évoluent et puis ça va faire un jeu trop long, il y a beaucoup trop de normes, on ne pourra jamais tout faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un jeu qui demande aux joueurs de systématiquement se référer à des normes avant d'agir. Et pour ça, on crée un scénario fictif, hein. On crée un scénario de type, en l'occurrence, ce scénario était la gestion d'une centrale nucléaire où le joueur devait arbitrer systématiquement entre est-ce qu'on délivre plus d'électricité à la ville parce qu'on nous le demande, ou bien est-ce qu'on suit les recommandations du grand professeur de physique qui est là pour nous dire attention, là vous allez trop loin. Et en fait, en se référant systématiquement aux normes de ce professeur de physique, en fait, on avançait dans le jeu sans faire exploser la centrale nucléaire finalement. Alors, on a une question très intéressante de Carole Invernizzi. Comment réagissent les tranches d'âge à partir de 40 ans, par exemple? En fait, jusqu'à même 45 ans, voire 50 ans, aujourd'hui, la plupart des personnes, on va dire 40 à 50 ans, sont déjà habituées, des habitués de jeux vidéo. Au-delà, c'est moins le cas, mais les collaborateurs entre 25, 45, 50 ans le prennent, les acceptent plutôt bien parce que c'est pas quelque chose de révolutionnaire pour eux dans la manière d'y jouer, c'est-à-dire que tout le monde sait manipuler une souris, un clavier ou une manette. Donc ils reçoivent ça plutôt bien et ça les conforte en fait dans leurs habitudes du quotidien.
Je vais peut-être préciser sur cette question par expérience relative aux formations que nous organisons chez M2I Formation et pendant lesquelles on utilise ces jeux-là. C'est très bien perçu par la tranche de plus de 50, on va dire. Parce qu'effectivement, comme l'a précisé Ashot, ce qu'il faut, c'est manipuler la souris. Après, il y a des énigmes, il y a l'accompagnement du formateur qui est extrêmement important, voire même essentiel, mais c'est extrêmement bien perçu, je dirais, par tout type de population. Et puis, alors, dans les jeux sur étagère que nous vous avons montré, il y a aussi une chose intéressante, c'est que il y a plusieurs personnes par groupe et qui ont des rôles différents. S'il y a quelqu'un qui se sent pas de manipuler une souris, ça peut arriver, et ben il y a toujours le support papier qui est là. Et la personne qui gère ce support papier où il y a les informations pour avancer avec des réponses aux énigmes pour avancer dans le jeu a un rôle très important. Donc en fait, tout le monde peut trouver une tâche, une activité, un rôle pendant ce moment de jeu vidéo. Et encore plus si on rajoute un facilitateur qui a encore un autre rôle. C'est juste une question de bien expliquer le pourquoi de Olivier Verdier. Je ne sais pas si c'est une question ou si c'est... Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? C'est une affirmation, d'accord. Alors, ensuite... Oui, Olivier, vous avez tout à fait raison. Il est important de préciser au démarrage l'enjeu de l'exercice et qu'est-ce qu'on attend à la fois de chaque équipe et quel est le rôle de chaque personne. Et ça, c'est capital. Tout à fait, vous avez raison. Oui, d'où l'intérêt de faire des mélanges intergénérationnels dans la constitution des groupes. Et en fait, sur un autre de nos jeux, c'est Paris 1889, où on avait aussi des images, où là, on a des scènes très différentes et qui demandent des habilités différentes par scène d'enquête. On a vu des choses très surprenantes. Hein. On a vu des personnes qui avaient beaucoup de mal sur une énigme, mais quand c'était un autre profil qui s'attaquait à cette énigme, en quelques secondes, c'était fait. Enfin, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, on n'aura pas tous les mêmes difficultés face au jeu. Là, c'est vraiment une question de, dans le groupe, comment est-ce qu'on va s'organiser. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est aux joueurs eux-mêmes, c'est aux apprenants eux-mêmes de s'organiser, de prendre l'initiative, de dire, écoute, moi, je suis plutôt mauvais dans cette tâche, toi, tu gères bien la souris, moi, je vais m'occuper du papier, toi, tu vas faire ça, et puis toi, tu sais bien communiquer, tu vas te mettre entre nous pour faciliter les échanges. Alors, une nouvelle question de Stéphane Ticot. Quelle réaction des employeurs, acheteurs de formation lorsque le programme prévoit le jeu vidéo? Alors, on va dire il y a deux réactions, enfin deux états d'esprit différents. C'est initialement à l'achat, puisque nous avons souvent affaire à des personnes qui ne sont pas des experts du jeu vidéo, donc c'est plutôt difficile de se représenter pour elles ce que va être le jeu vidéo dans la formation. Mais une fois que c'est déployé, que le jeu est fini, que c'est déployé et qu'on a des retours, là on a des retours extrêmement positifs. Ils nous disent c'est génial, on s'attendait pas à ça, c'est une excellente surprise et on a eu raison de faire ce projet. Après, c'est à nous aussi, pendant la production, de faire en sorte que vous arriviez à vous projeter dans le jeu. C'est pour ça que, par exemple, nous, quand on fait une production d'un jeu sur mesure, par exemple, et qu'on va valider avec les clients chaque étape de la production et chaque étape, par exemple, du jeu, de ce qui va se passer et les actions, nous, on va établir ce qu'on appelle donc un storyboard. Donc, on va vraiment faire des images avec pour chaque slide, qu'est-ce que le joueur va devoir faire. Est-ce qu'il va devoir fouiller, je sais pas, dans un meuble pour récupérer un code, pour ouvrir un cadenas, enfin tout et n'importe quoi. C'est à nous.
Oui, pardon. Ah, pardon. Ouais, vas-y. C'est à nous, en fait, aussi de nous mettre à la place des clients qui n'ont pas l'habitude forcément de faire du jeu vidéo, de vous expliquer comme il faut quelles seront les différentes étapes de jeu. En fait, initialement, dans les appels d'offres, on sent qu'il y a une sorte d'engouement, il y a une sorte d'envie pour le jeu vidéo, de la curiosité, mais il y a aussi une difficulté à se projeter. Et nous, notre but, c'est de lever aussi ces barrières initiales. Et puis, quand le jeu se termine, quand la production se termine et que le déploiement se fait, on a des retours extrêmement positifs, comme je vous le disais, totalement différentes des craintes initiales, en tout cas des appréhensions. On va, je pense, arrêter. Une dernière question avant de terminer notre webinaire. Voilà, les questions tombent. Alors, combien de métiers, ingénieurs, pédas, développeurs, sont sollicités pour faire un learning games ou un escape game, pardon. Alors, on va pas parler en interne parce que pour faire un jeu, on a plusieurs métiers comme les graphistes, les développeurs, les game designers. Mais avec M2I, en fait, on va solliciter les chefs de projet et les responsables pédagogiques pour créer quelque chose à la fois de pertinent d'un point de vue pédagogique et en adéquation en fait avec la vision du client, avec la volonté du client. Merci Ashot. J'ai également Pauline qui pose une question. Ces jeux sont-ils intégrés dans certaines formations interentreprises de M2I ou sont-ils proposés lorsque le client achète une formation intra? Eh bien, Pauline, les deux, je dirais. À la fois, nous intégrons ces jeux sur des sessions interentreprises. Donc, comme je vous le disais en préambule, en digital ou en distanciel maintenant, puisque voilà, on a transformé la totalité de nos formations en distanciel. Et également, nous les proposons en intra-entreprise avec une prise en compte très importante du contexte professionnel et de l'environnement professionnel du client. Et dans certains cas, on peut aller même avec Ashot et Maël jusqu'au développement, bien évidemment, comme ils l'ont présenté, le développement d'un jeu spécifique qui va être adapté à votre activité. Stéphane, qui nous passe le cap d'envoyer ses salariés. Pardon. Oui, c'est la même question sur Stéphane qui nous pose la question par rapport au délai moyen entre la commande et la livraison d'un jeu. Alors là encore, ça peut être variable en fonction de la demande, hein, en fonction de la durée du jeu et de tous les éléments qu'on met dedans. Je dirais que c'est entre 3 mois à 4 mois en fonction des demandes, en fonction des modifications, parce que l'expérience qu'on a avec une client, c'est que quand il y a des projets pédagogiques en cours en interne dans l'entreprise, ces projets ont parfois une tendance à évoluer légèrement et ces évolutions, on les intègre aussi dans le jeu. Donc, en fait, il nous arrive de refaire certains éléments de jeu pour nous adapter aux évolutions internes des entreprises. Donc 3 à 4 mois, on va dire. Sauf que les jeux sur étagère, en fait, ils sont déjà disponibles, donc ils peuvent être déployés immédiatement. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation très active. C'est très intéressant. Nous espérons vous avoir fait découvrir la gamification en formation et comment elle peut contribuer au développement des compétences pendant la formation. Je vous dis à très bientôt. Merci à Ashot et Maël et merci à Thomas, notre assistant technique à distance. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.